80 ans, chaque grande crise économique a divisé les personnes en deux catégories. Ceux qui ont subi, qui ont perdu une grande partie de leur épargne, et ceux qui l'ont traversé en multipliant leur patrimoine. La différence entre les deux, ce n'est pas le salaire, c'est pas le niveau d'études, ni de la chance, c'est la composition de leur patrimoine. Et depuis l'étranger, il y a un actif qui est un véritable rempart contre la crise, c'est Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire se répète avec chaque crise. Depuis les années 70 jusqu'à maintenant, on voit que l'histoire s'est répétée. Donc en vert, ce que vous voyez en vert, c'est l'épargne des Français, et notamment des non-résidents. Et en bleu, c'est l'augmentation de la valeur de cet actif qui résiste aux crises. Et on voit qu'à chaque fois, après la crise, ça reprend plus de 40% dans les années 73 après le choc pétrolier, récession 81, plus de 60% de rebond. Bulle immobilière en 91, ça reprend plus de 120%. Bulle Internet dans les années 2000, plus de 80% de rebond. Et à chaque fois ce rebond, c'est avant la valeur de la pré-crise. Et donc c'est énormissime. Les subprimes en 2007-2008, on voit plus de 20% de rebond. Et le Covid, plus de 10% environ de rebond. Donc cet actif en bleu rebondit toujours plus fort après chaque crise. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on veut un actif qui soit bon, qui soit pertinent, mais qui résiste aux crises. Okay, et ça, c'est un fait historique et mécanique. Et en 2026, c'est la même chose. Pourquoi? On subit une crise actuellement. D'accord? Donc, vous avez le choix, j'ai le choix, tout le monde a le choix. Soit vous subissez la crise comme 8 Français sur 10 qui vivent à l'étranger, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Soit au contraire, vous investissez dans un rempart anti-crise. Et attention à une chose, quand même, c'est le coût de l'inaction. Si vous ne faites rien, je tiens à le dire, ça veut dire que vous ne construisez pas de patrimoine, vous n'avez pas de revenus complémentaires, vous êtes totalement dépendant face à votre salaire. Et on sait très bien que pendant les crises, il y a des licenciements, il y a moins de bonus de prévu. Il y a une augmentation des prix et comme on peut le constater, tout le monde va dans les magasins tous les jours. Moi, je le vois, les prix ont énormément augmenté dans les restaurants, dans les magasins, tout a augmenté. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et le coût de l'inaction, il a un vrai coût. Il ne faut juste pas faire n'importe quoi. Et là, je vais vous prendre un exemple d'une personne. C'est Adlan. Il habite au Royaume-Uni. En un mois désormais, il a obtenu un financement pour avoir 500 000 euros de patrimoine. Il avait zéro. Il a mis 15 000 euros d'apport pour se générer ces 500 000 euros de patrimoine. Donc 3% d'apport. Il y a très peu, voire aucun actif au monde qui permet de le faire. Et Adlan, lui, il le fait, tout comme un autre petit groupe de Français à l'étranger. Et voici le résultat, ça c'est une capture d'écran de son prêt. On voit les chiffres sont là, 15 000 euros pour 504 000 euros d'acquisition immobilière, mais pas n'importe quelle acquisition, je vais vous en parler après, parce qu'on peut investir dans l'immobilier, mais l'immobilier anti-crise, c'est quand même différent. Et là, ce que je tiens à dire, c'est que pour Adlan, sa vie, elle a en partie basculé. Il a un demi-million de patrimoine en ayant mis sur la table 15 000 euros. D'accord? Et ça, faut pas le sous-estimer, c'est pas à prendre à la légère, c'est quand même topissime. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'il a obtenu ça en moins de 30 jours. Alors pourquoi Adlan a choisi ces stratégies d'investissement? Pour préparer intelligemment sa retraite, son futur, sécuriser sa vie actuellement. Et donc il faut avoir du patrimoine, il faut avoir du capital. Du capital, c'est notamment du patrimoine. Parce que on va vers une société de plus en plus digitalisée, elle l'est déjà. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et en fait, qu'est-ce qui résiste face aux crises? C'est le patrimoine. Il n'y a que ça qui résiste face aux crises, mais pas n'importe lequel, comme je vais venir. Alors, pour autant, qu'est-ce qu'on constate? On constate un truc qui est intéressant quand même. Alors ça a été une étude qui a été faite. C'est en anglais, mais je vais vous la lire. C'est qu'il y a un syndrome français. D'accord. Et le syndrome, c'est quoi? L'épargne. La France, elle est championne du monde de l'épargne. Quand je dis la France, en fait, c'est les Français. On fait partie des peuples sur Terre qui épargnent le plus. Alors, on pourrait croire que c'est bien. On pourrait croire que ça nous protège, mais en réalité, n'oublions jamais que le coût de la vie augmente et que l'épargne en tant que telle ne protège pas, d'accord? Parce que l'argent, si vous voulez, c'est pas un actif d'ailleurs. L'argent, c'est un moyen d'acheter un actif, d'accord? L'argent est amoral, d'accord? On peut en faire ce qu'on veut, ça peut être pour faire des mal choses ou des bonnes choses, mais elle est dépendante des êtres humains. Donc c'est juste un outil. Or, le problème, c'est que les Français, ils épargnent. Alors vous me direz, c'est mieux que de ne pas épargner. Oui, certes, mais si on va sur ce terrain-là, à ce moment-là, on n'est pas très ambitieux dans la vie et surtout, on ne fait pas les choses qu'il faut pour se préparer et se protéger. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que 78% des non-résidents épargnent autant ou plus qu'en France.
Et c'est là que c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que sur cette étude-là, on voit que les non-résidents, finalement, la plupart épargnent autant que quand ils vivaient en France. Et épargnent un peu plus qu'en France. Alors que le paradoxe, il est là. C'est écrit ici, with an average income of 112 000 dollars, donc avec un salaire moyen, un revenu moyen de 112 000 dollars par Français non résident. Ça représente plus de 10% de ce qu'ils gagnent par rapport à ce qu'ils gagnent en France, en moyenne. Et il y en a beaucoup, 12% qui estiment même avoir doublé leur revenu. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et donc ça veut dire que la plupart des non-résidents gagnent plus d'argent, mais ils épargnent autant, généralement, que lorsqu'ils vivaient en France. Et ça, c'est un problème. Moi, je le vois. J'habite à l'étranger. Je suis aussi parti. J'ai souvent changé de pays. Ce qui fait qu'on doit faire des dépenses incompressibles quand on change de pays. On a tendance, je pense, à plus voyager, à plus dépenser, parce qu'on prend au début le fait de partir à l'étranger comme une aventure. Et c'est normal, c'en est une en tant que telle. Mais du coup, ça nous fait un peu plus dépenser. On profite davantage. Ou alors, il y a aussi une réalité, c'est que le coût de la vie à l'étranger parfois coûte beaucoup plus cher. Je pense à New York, à Londres, ça coûte beaucoup plus cher que à Nantes, à Montpellier, à Rennes. Et donc, en épargnant, en fait, vous subissez quand même la crise. Parce que votre argent va perdre de la valeur, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une faillite bancaire. C'est déjà arrivé avec la crise des subprimes aux États-Unis. C'est encore arrivé en 2023-2024 avec la Silicon Valley Bank, qui était une banque plus quand même de start-up, donc qui ne concernait pas les consommateurs, mais il ne faut pas le négliger, ça peut toujours arriver. Et le problème des non-résidents, c'est qu'on a gardé cette mentalité de Français, en fait, d'épargner énormément, mais de ne pas investir. Et il suffit de le comparer. Aux États-Unis, ils ont plus une mentalité d'investir que d'épargner. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cet actif est un rempart anti-crise, comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez aussi y avoir accès avec très très peu de capital et sans payer d'impôts. Quel est cet actif anti-crise et dans quelles conditions en fait l'immobilier est un actif anti-crise? Parce que on pourrait dire oui, c'est de l'immobilier. Non, c'est pas n'importe quel immobilier. Et comment obtenir les conditions les plus avantageuses? Alors maintenant, pour me présenter très rapidement, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Frédéric Moreau. Je suis parti vivre à l'étranger dès la fin de mes études de droit. Je suis devenu avocat. Je suis parti vivre au Luxembourg. J'ai été avocat au Luxembourg, puis après à Hong Kong, puis après je suis revenu au Luxembourg. J'habite toujours à l'étranger, donc depuis 2012, la fin de mes études de droit. Et j'ai toujours investi depuis l'étranger. D'accord? Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de 6 millions d'euros. À un moment, je suis monté à un patrimoine de presque 8 millions d'euros. Et aujourd'hui, j'ai plus de 23 000 euros de loyer par mois. Tout ceci a fait que j'ai créé Immo pour Expat pour aider davantage les non-résidents à investir dans l'immobilier parce que j'ai vu les difficultés qu'il y avait, les complications qu'il y avait, les obstacles, les complications et en même temps les solutions. Et c'est comme ça qu'on a accompagné plus de 1000 Français à l'étranger aujourd'hui qui investissent. Et c'est comme ça aussi que je suis devenu chroniqueur sur M6 notamment parce qu'évidemment, à un moment, notre travail parle de lui-même. Et donc, je fais souvent, de temps en temps, des chroniques sur M6. Alors maintenant, pourquoi ce rempart anti-crise est l'immobilier français, mais pas n'importe lequel? En fait, il y a 3 critères, si vous voulez, pour caractériser l'immobilier français, enfin un type d'immobilier comme un rempart anti-crise. Le premier critère, c'est un actif à travers lequel on peut négocier sa valeur. Bon, l'immobilier, on peut toujours négocier sa valeur, donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième critère, c'est un projet qui va à minima s'autofinancer. À minima, il ne doit pas nous coûter d'argent parce que les locataires doivent nous rembourser à chaque fois le crédit. Ça, c'est hyper important. Troisième critère, c'est un actif qu'on doit acheter en dessous de sa valeur de marché. Ça peut sembler impossible, mais moi je l'ai fait à chaque fois. J'ai fait plus d'une trentaine d'opérations immobilières. À chaque fois, tous les biens immobiliers que j'ai achetés, ou 99%, par exemple, ils en valaient 200 000, je l'achetais à 100 000 et travaux, tout compris, tout terminé, par exemple, ça valait 150 000. Donc j'avais un delta positif de 50 000 euros. Quatrième critère, taux fixe, comme ça on est protégé, évidemment. Cinquième critère, faible apport, parce que vu qu'on met peu d'apport, on met peu de capital, finalement, on n'est pas exposé. Okay, on n'est pas exposé, notre argent n'est pas exposé aux éventuelles fluctuations immobilières, mais dans tous les cas, il y en aura très peu, comme on va le constater juste après. Et sixième critère, on peut impacter son prix de revente comme on le veut, parce qu'en effet, on peut améliorer le bien, on peut décider de le vendre, on peut mettre des stratégies en place de prix commercialisation, il y a plein de choses à mettre en place. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est un actif anti-crise. Ce type d'immobilier-là qui reprend ces 6 critères. Parce qu'à chaque fois, en fait, il résiste aux crises. Donc là, c'est un graphique qui est très explicite, mais je vais le passer en détail. La crise numéro 1, c'est le choc pétrolier. Dans les années 73-75, il y a eu un gros choc pétrolier. D'accord ? Donc il y a eu des blocages et les prix du pétrole ont énormément augmenté, ce qui a fait qu'il y a eu une énorme inflation, à 15% quand même. 15%, c'est énorme. C'est-à-dire que votre prix de fromage, de yaourt, je ne sais quoi, augmente de 15%. Enfin, tout augmenté en moyenne de 15%. Résultat, une récession brutale, plus de croissance. Et il a fallu 3 ans pour récupérer de cette crise. Or, l'immobilier a augmenté de 42% au-dessus du niveau pré-crise.
Ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'avant la crise, l'immobilier, par exemple, était à 10. Post-crise, après la crise du choc pétrolier, l'immobilier était à plus 42%. Donc, si c'était à 10, bah, ça veut dire que l'immobilier post-crise était à 14,2%. Deuxième crise, la récession dans les années 80-84. C'est un deuxième choc pétrolier, une fois de plus. Les taux d'intérêt étaient à 18% dans cette année-là, dans cette époque-là. Alors, ça a fluctué. Moi, je m'en souviens, mes parents, ils ont investi dans l'immobilier, enfin, leur résidence principale. Je crois qu'ils avaient pris, c'était un taux d'intérêt dans les 13-14%, donc c'était énorme. Il y a eu un chômage de masse et l'immobilier a augmenté. On le voit, hein. Donc baisse de l'immobilier, augmentation. Okay, en vert, c'est l'indice des prix immobiliers et les carrés rouges chez les crises. Okay, donc là, on voit, évidemment, quand il y a une petite crise, ça baisse, mais après, tout de suite, ça augmente. Ça baisse, mais ça augmente. En sachant que ça, c'est l'immobilier en général, qui ne répond pas forcément nos critères. D'accord? Et avec nos critères, évidemment, on est plus résistant face à la crise. Troisième critère, la bulle immobilière. Je ne vais pas tous les faire parce que ce serait un peu long, mais on voit bien une baisse de 3%. C'est vrai qu'en rouge, c'est la baisse des prix de l'immobilier. Par contre, augmentation de 85%. Subprime, 2,5% de baisse, augmentation de 18%, etc., etc. Donc en fait, on voit quoi? Sur ces 6 crises, il y en a eu 6, avec la dernière en date, le Covid, et j'aurais même pu rajouter la crise de 2023 avec Ukraine-Russie, mais en fait, on est toujours dans cette prolongation de crise, on va dire mondiale, géopolitique. Ça n'a pas changé. En fait, on constate que sur les 6 crises en 80 ans, il y a une baisse moyenne de l'immobilier français de 9,5%. 9,5%, c'est très très peu. En comparaison, le CAC 40 a baissé de 46%. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui est pas normal, c'est que il y a vraiment une comparaison qui n'est pas comparable d'ailleurs, 46% versus 9,5% de baisse pour l'immobilier français. D'accord ? Alors l'immobilier français est aussi impacté par la crise, c'est normal, c'est un actif comme un autre, donc il ne peut pas résister parfois à 100% face aux crises. Mais 9,5% de baisse, c'est très très peu. Donc ce qu'il faut constater, c'est que l'immobilier recule il recule 5 fois moins que la bourse. Et surtout, il prend de la valeur après les crises. Et donc c'est pour ça qu'en 2026, c'est le moment de se positionner. Parce que nous, depuis 2023, en fait, ça fait 3-4 ans que le monde est en crise. Inflation, volatilité du dollar, choc pétrolier quelque part avec le détroit d'Ormuz qui a fait augmenter évidemment le pétrole. Bref, il y a tout un tas de circonstances. Pour autant, l'immobilier français actuellement résiste. Il n'y a pas de baisse, je dirais qu'il y a une légère hausse ou stagnation. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Or, comme je le disais au tout début, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? L'histoire se répète à chaque fois. Post-crise, les prix vont augmenter. D'accord? La question, c'est quand est-ce que maintenant s'arrêtera cette crise? Certes, ça c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est impossible. Celui qui a une réponse, c'est plutôt un menteur. On peut faire des estimations, évidemment. Alors maintenant, si vous vivez à l'étranger, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous avez peut-être des avantages à investir dans l'immobilier français. Il y a beaucoup d'avantages. Quand je dis une législation souple, en réalité, je pourrais dire un système plus souple. Là, ces trois personnes-là ont obtenu à chaque fois de l'immobilier anti-crise avec faible apport, taux fixe, bien en dessous de sa valeur, rendement avec projet autofinancé. Et donc finalement, ils sont protégés face à la crise. D'accord ? Regardez, Antoine, 14% de rendement, appartement loué. Voilà. Zéro impôt dans 5 à 10 années, dans les 5 à 10 prochaines années. Et voici le deuxième avantage, une réduction d'impôt. Pour le premier avantage, en fait, plus qu'une réduction, j'en parlais. Pour le premier avantage, c'est assez simple. En fait, il n'y a aucun actif au monde où on peut mettre aussi peu d'argent, comme l'a fait Adlan tout à l'heure, avec 15 000 euros, pour emprunter 500 000 euros. Il n'y a aucun pays au monde qui permet d'avoir ce genre de système-là, d'emprunter avec si peu de capital. Et de posséder un actif qui résiste face aux crises. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, en fait, c'est l'imposition. On a même un double avantage, parce qu'en réalité, le premier avantage, c'est que la France nous permet de ne payer aucun impôt sur l'immobilier pendant 10 ans. Alors je sais qu'en France, on croit tout le temps qu'il y a beaucoup d'impôts, et il y a beaucoup d'impôts en France, il faut dire la vérité. Sur les salaires, sur les entreprises, il y a des charges monumentales. Sur les salaires, c'est à peu près 50% quand même du salaire qui est imposé, si on prend tout, charges patronales, etc., le revenu brut. Et les entreprises, c'est pareil. 25% d'imposition à l'IS, 20% de TVA, les dividendes par la suite, 30 et quelques %, donc ça va très très haut. Par contre, l'immobilier, quand on a le bon système, on peut ne pas être imposé, ne pas payer d'impôts pendant 10 années. C'est mon cas, par exemple, j'ai commencé à investir en 2017, je paye toujours aucun euro d'impôt. On est en 2026, là où je tourne cette vidéo, ça fait 10 ans.
Entre-temps, j'ai accumulé les investissements, je paye toujours aucun impôt sur tous mes investissements immobiliers. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage en termes de réduction d'impôt, il est assez simple. C'est qu'en fait, on peut même faire baisser notre imposition dans notre pays de résidence. Alors pour ça, c'est du cas par cas, il faudrait que je le vois dans votre situation, il faudrait que je le vois dans votre pays de résidence, et après je pourrais vous le dire, mais c'est une possibilité. Donc c'est un énorme avantage. Ok. Donc si on cumule crédit avec moins de 10% d'apport, c'est l'unique système, et quand je parlais d'Adlan tout à l'heure, c'était un projet tout compris, plus la possibilité de faire baisser son imposition ou n'en payer aucun tout en possédant un actif, c'est un actif qui n'est pas comme les autres. Alors ce que je vous propose, si vous voulez aller plus loin, j'ai mon équipe dont je fais partie évidemment d'experts à votre disposition. On vous offre un appel d'audit totalement personnalisé et en fait on va vous donner des informations, on va répondre à toutes vos questions. Vous aurez accès à des informations dont normalement vous n'avez nulle part accès en tant que non-résident français, c'est-à-dire pour investir dans l'immobilier c'est quand même assez compliqué, on ne sait jamais ce qui est possible, impossible, comment le faire, quelles sont les solutions. Et donc là on répondra absolument à toutes vos questions. Et cette équipe-là, c'est moi qui l'ai formée, donc évidemment, ils sont très bons. Cet appel, il est offert, il est gratuit. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est limité, vous pouvez le prendre quand vous voulez, parce qu'on ferme souvent les créneaux ou on les ouvre. Ok. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est exactement ce qu'ont fait Stéphane et Annick. Stéphane et Annick, ils habitent à Londres. Ça fait 25 ans qu'ils vivent là-bas. Ils y pensaient depuis très longtemps à investir dans l'immobilier, mais ils ne savaient pas trop comment faire. Ils avaient des doutes, ils avaient des questions, et ils ont décidé de franchir le pas. Résultat, ils ont acheté 2 studios. Alors, c'est pas une énorme somme, c'est 129 000 €, mais c'est déjà quelque chose. Et ils ont mis uniquement 2 000 € d'apport. Donc 2 000 € pour posséder un actif d'une valeur de 129 000 €. C'est-à-dire 1,54% d'apport. Ça, c'est la capture de l'écran de leur prêt. Voilà, c'est là, c'est transparent. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'était signé le 2 juin. Là où je tourne cette vidéo, on est le fin juin. Donc c'est énormissime. 2 juin, 2 studios, et c'est parti. Alors Annick et Stéphane, leur déclencheur, ça a été 2 choses. D'une part, le fait qu'ils n'ont pas de patrimoine. Le fait qu'ils n'aient pas de patrimoine, bah oui, c'est un problème, parce qu'évidemment, s'ils avaient accumulé du patrimoine, étant donné qu'ils investissent depuis 25 ans, ils se sentiraient beaucoup mieux, et surtout en 25 ans, leur patrimoine serait déjà remboursé. Il aurait pris énormément en valeur, il suffit de regarder dans le graphique d'avant, il aurait peut-être doublé de valeur. Ok. Et donc ils ont compris qu'ils devaient agir, parce qu'ils avaient pris trop de temps, trop d'arrêts, et c'est pas bon. Deuxième chose, ils ont compris que face aux crises, bah en effet, il faut davantage se protéger. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire, et ce prêt-là, ils l'ont obtenu en 2 semaines, avec 1,54% d'apport. C'est énormissime. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'immobilier résiste aux crises. Qu'est-ce qui fait que l'immobilier et un bien anti-crise résiste aux crises? Le premier bouclier, ce sont les loyers. L'immobilier, contrairement à la bourse ou à d'autres actifs, quoi qu'il arrive, le loyer, il tombe. Parce que c'est vous qui êtes en capacité de déterminer le loyer, c'est vous qui choisissez le locataire, donc c'est de votre responsabilité de choisir un bon locataire. Et on va en parler tout de suite. Contrairement par exemple aux sociétés en bourse, en période de crise, généralement les dividendes sont coupés, parce qu'il y a trop d'incertitudes au niveau des entreprises, et donc elles ne vont pas prendre le risque de distribuer des dividendes. C'est ce qu'a fait par exemple Société Générale, qui ne versera pas de dividendes, ça c'était en 2019. Bon, on a pris un extrait. C'est de même, on peut le voir, BFM qui titre « Quelles sont les sociétés du CAC 40 qui ont diminué ou supprimé leurs dividendes ?» Donc c'est très courant pour plein de sociétés de couper ou diminuer les dividendes pour stocker davantage de cash au sein des sociétés afin de se préparer face aux crises. Donc c'est là la problématique de la bourse. D'une part, c'est la fluctuation des prix, on le voit bien. Donc si on part à la retraite, si on a besoin de capital à ce moment-là, et on vend parce que on en a besoin à ce moment-là, et on est au plus bas, par exemple à la bourse, où il y a une grosse chute, on est comme un con. Autant dire les choses telles qu'elles sont. Et deuxième répercussion, ce sont l'absence de dividendes. En immobilier, quoi qu'il arrive, tes loyers continuent de tomber. Alors maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a des loyers qui ne sont jamais payés parce qu'il y a des locataires qui ne payent pas, il y a des impayés. Alors ça arrive évidemment, comme dans peut-être tous les pays, ça arrive d'avoir des impayés. En France, les impayés sont de 1 à 3%. D'accord. Il y a eu un rapport d'ailleurs de l'Assemblée nationale, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Assemblée nationale. La réalité montre que les impayés de loyer sont un phénomène très marginal. Le nombre de locataires en situation d'impayé est faible, voire très faible. On parle de 1 à 3%. Maintenant, vous pourriez me dire, mais alors pourquoi on en parle autant? Pourquoi on a autant peur? Et vous avez raison d'en avoir peur, et vous avez raison de peut-être vous poser la question, pourquoi on en parle autant? C'est très simple. Il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est qu'évidemment, c'est un sujet qui fait parler, donc c'est un sujet qui fait le buzz pour les médias et qui amène de l'audience. C'est une certitude. Deuxième raison, c'est très simple. Parce que lorsqu'il y a un impayé, en effet, la loi est très mal faite.
on va pas dire l'inverse, c'est quand même assez, les délais sont longs, en fait, pour virer son locataire. Donc il y a des solutions d'ailleurs pour les virer, même légales, voire même parfois, plus officieuses, tout en étant légales, hein, OK? C'est de passer un accord à l'amiable, par exemple avec son locataire, mais il y a des solutions. On a d'ailleurs récemment, fait une liste de toutes les solutions pour contrer les loyers impayés. Si vous voulez cette liste-là et vous voulez, ce document de, finalement protection face aux loyers impayés, dites-le moi en commentaire et peut-être que je vous l'enverrai, on verra, ce qu'il en a. S'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent, pourquoi pas. Autre chose par rapport au loyer impayé, j'ai eu dans ma vie plus de 180 locataires. Certainement, j'ai arrêté de compter, donc j'en ai plus depuis. Je n'ai jamais eu d'impayé de loyer, mais jamais, pas un seul locataire. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de problème. J'ai eu des locataires parfois qui me demandaient une diminution de loyer parce qu'ils avaient eu une baisse, par exemple, de leur changement d'activité. Parfois, il y a eu des petits problèmes, mais à chaque fois, j'ai été payé. Parfois, j'avais peut-être un mois de retard. Ça m'est arrivé avec un ou deux locataires, mais j'ai toujours été payé. Donc ça, c'est un point important. Il y a trop de fixettes là-dessus, mais parce qu'en fait, les solutions sont pas adéquates et parce que les médias en profitent pour faire le buzz. Une autre peur peut-être que vous avez, c'est le taux de vacances. De dire, oui, mais les logements, qu'est-ce qui me dit que le logement ne va pas être vide? Bon, déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le logement, c'est un besoin primaire. Ça veut dire que tout le monde en aura toujours besoin durant sa vie. Tout le monde, ad vitam aeternam, tout le monde aura besoin toujours d'un toit. Or, le loyer, et c'est d'ailleurs la première dépense d'un ménage. Ça prouve bien que c'est le besoin le plus important d'un ménage. Et donc, c'est pour ça qu'on est protégé. Ensuite, pour le taux de vacances, une fois de plus, on fait partie des taux de vacances locatifs les plus faibles au monde. Et en Europe notamment, regardez ce qui s'est passé. Logements vacants, une baisse qu'on n'avait pas vue depuis 40 ans. La part des logements vacants baisse pour la 5e année consécutive et atteint 7,7%. C'est-à-dire que sur tous les logements en France, de mémoire, il y a environ 20 à 30 millions de logements, j'ai oublié la statistique. Il n'y en a que 7% qui sont vacants. On peut estimer que ça peut être peut-être des résidences secondaires, des châteaux, je ne sais pas, à voir. Donc si on résume bien, on a son loyer qui est payé même en période de crise. Et donc forcément, ça aide énormément. D'accord? Ça, c'est un avantage énorme, hein, d'avoir son loyer qui tombe même en période de crise. C'est un revenu qui est décorrélé de la crise parce que son loyer ne va pas descendre ou monter en fonction de si il y a une crise ou non. Une fois que le loyer est fixé dans le contrat de bail, le locataire est obligé de le payer et il va se débrouiller pour le payer. Normalement, vous n'aurez pas de souci d'ailleurs d'avoir ce montant-là parce que moi je dis tout le temps, un bon logement égale un bon locataire égale pas de problème d'impayé, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans 99,9% des cas. Le deuxième avantage de l'immobilier français, et c'est pas un avantage vraiment à sous-estimer, c'est les taux fixes. Le taux fixe, c'est un avantage énorme. La France, c'est l'un des rares pays offrant un taux fixe à ses emprunteurs. On peut dire qu'il y a peut-être 4 pays dans le monde à donner des taux fixes. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus. Après, il y aura toujours des cas exceptionnels. Évidemment, on va me sortir des cas exceptionnels, mais il faut bien se dire, en France, 99,4% des prêts immobiliers sont consentis à taux fixe. C'est énorme. C'est-à-dire 99% des prêts, ce sont que du taux fixe. Il n'y a aucun pays en Europe qui a autant qu'à cette statistique-là, à part peut-être la Belgique. Et même la Suisse, c'est à voir. Et si on regarde cette statistique-là, en Allemagne, il y a 12% des prêts qui sont à taux variable, Italie 8%, Espagne 10%, Portugal 25%, en moyenne 14% dans la zone euro. Alors qu'en France, c'est 99%. J'avais même vu une statistique, là c'est emprunté ce qu'on a pris comme data, mais j'ai vu une autre statistique de l'ACPR, qui est l'autorité notamment de régulation des banques, qui démontrait que c'était 99,4% en 2025. Ça veut dire quoi? Que l'investissement immobilier français vous protège à vie. Et ça, une fois de plus, c'est pas à sous-estimer. Une fois que vous avez un taux à la signature, ça sera tout le temps le même taux. Ça sera tout le temps la même mensualité. Crise ou pas crise, votre taux ne peut pas augmenter. C'est donc le meilleur rempart anti-crise. Par rapport à ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est énormissime. Et en plus de ça, on peut toujours négocier à la baisse son taux d'intérêt. Typiquement, moi, j'ai investi 2017, 2018, 2019. J'ai investi toutes les années, en fait, depuis 2017. J'ai toujours les mêmes taux. J'ai toujours la même mensualité. Par contre, depuis 2017, depuis 2018, depuis 2019, est-ce que d'après vous, mes loyers ont augmenté? Bah oui, mes loyers ont augmenté. Et donc, mon rendement a augmenté. Et ma prise de risque, elle est toujours identique. En sachant que j'ai à chaque fois mis, dans la plupart des cas, 2-3 000 euros d'apport pour m'offrir des actifs à 200, 300 000, voire même parfois beaucoup plus. Le taux fixe français, c'est donc une protection structurelle que la majorité des pays n'ont pas et n'offrent pas.
Le troisième bouclier, et là une fois de plus, c'est énorme, c'est un effet de rareté des logements. C'est une bonne chose en tant qu'investisseur, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'en France, on a un déficit structurel de 400 000 logements par an. On ne construit pas assez de logements. Il en faudrait 2 millions d'ici 2030. Or, on en construit, regardez ici, dans le parc privé, construire 50 000 logements locatifs privés dès 2026, 125 000 nouveaux logements sociaux dès 2026. En fait, j'avais la statistique, alors on ne l'a pas mise là, on a construit en 2022 238 000 logements. Or, depuis 2022, on a aussi peu construit. On est en 2026. Autrement dit, il faudra en construire plus du double que ce qu'on en construit aujourd'hui. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que ce déficit de logement, de création, de fabrication de logements, de construction de logements, s'aggrave d'année en année. Et la demande locative, elle, elle est toujours la même, voire même elle augmente. Parce que chaque année, étant donné que le nombre de logements diminue par rapport aux besoins, la demande locative augmente. Ça veut dire quoi? Que les loyers sont amenés à augmenter. Et d'ailleurs, en France, j'aurais pu même dire qu'on est protégé à travers l'IRL, l'indice de référence des loyers. C'est un indice qui permet de pouvoir augmenter son loyer par rapport à l'inflation. C'est le gouvernement qui le décide et qui le détermine. Et chaque année, ça voudrait dire que vous pourriez augmenter de 1 à 2%, ça dépend évidemment de chaque année. Mais l'IRL, c'est une clause, je vous le dis, à le mettre à chaque fois dans tous vos contrats de bail, parce que c'est ce qui permettra de vous protéger. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce statut de non-résident n'est pas un boulet pour investir dans l'immobilier. Vous pouvez investir malgré ce statut de non-résident, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que plus de 1000 Français de l'étranger ont fait également. Et donc, vous pouvez vraiment y arriver. Maintenant, il faut savoir comment le faire, et c'est pour ça qu'on vous offre gratuitement un appel d'audit personnalisé pour répondre à toutes vos questions, vous donner un maximum d'informations et un plan évidemment d'action personnalisé. Moi, ça fait plus de 9 ans que j'investis, et évidemment, on a mis énormément de process en place, et c'est comme ça que Annick, Stéphane ou Adlan ont eu ces résultats-là. L'avantage quand même, c'est que le système qu'on a mis en place, il permet d'investir depuis n'importe quel pays au monde. On a aidé des Français de plus de 60 pays. Maintenant, on a arrêté de compter. Et pareil, peu importe votre statut, vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être profession libérale, vous pouvez être salarié, vous pouvez être fonctionnaire. Il y a même des fonctionnaires parfois. En fait, ça marche, ok, peu importe votre statut. Ce que je vous propose, c'est réserver un appel. On parlera du rempart anti-crise, on vous donnera les pistes concrètes pour que vous puissiez, vous aussi, savoir comment agir. Et si on voit que c'est possible pour vous, pourquoi pas, on pourra vous aider. Ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de l'immobilier comme rempart anti-crise? Je pense que c'est vraiment le meilleur rempart. Moi, ce rempart anti-crise, aujourd'hui, me rapporte plus de 23 000 € de loyer. C'est quand même magnifique. C'est évidemment du travail, il n'y a pas de magie, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.